Et ben, parmi de 1 600 000 ou 500 000 photos que j'ai fait, il y en a un qui est le portrait de Massoud, qui a fait le tour du monde et qui a joué un rôle important aussi dans l'histoire d'Afghanistan. C'est ça qui est important. Dans l'histoire de Massoud, dans l'histoire d'Afghanistan, dans l'histoire du monde. Parce que c'est quelque part, c'est cette photo aussi qui a emmené l'attention de beaucoup des Européens et des gens de l'extérieur à cette personne. Et c'est aussi ces photos que pendant longtemps, c'était la photo et encore qui est choisie par les Afghans eux-mêmes, qui est sur tous les murs de leurs maisons, des villes, et qui ont imprimé ça sur tous les supports possibles, que les soldats, le moment où Massoud était tué, ils ont imprimé ça, ils ont collé sur leurs fusils et que donc ça les a aidés un peu de résister devant l'attaque de talibans d'Al-Qaïda après la mort de Massoud. Donc c'est pour ça que je choisis cette photo. C'était presque une semaine après que j'avais rencontré la première rencontre avec Massoud en 1985. Ensuite, ça a duré 17 ans, notre amitié, aller-retour. Et à un moment où on est tombé dans une embuscade des aviations russes dans la montagne, dans la vallée de Panjshir. Et je me suis trouvé, grâce à lui, qui m'a aidé de se jeter dans une petite grotte de 3-4 mètres carrés dans la montagne qui avait creusé. On est resté là pendant plusieurs heures en attendant que ça passe. Et en discutant avec lui, il me racontait comme une visionnaire, on est en 85, en me disant, mais vous savez, l'Union soviétique, dans 5 ans, ça n'existera pas. Et moi, je croyais que ce petit jeune homme, il dit n'importe quoi. Enfin, il ne sait pas ce que c'est la force de l'Union soviétique. Parce qu'en venant de l'Europe, connaissant cette force. Et je continuais ma conversation avec lui en disant, OK, imaginez que ce que vous dites, c'est vrai. Et vous allez mettre à genoux les Russes, leur armée russe, l'armée de Russie, qui est la plus grande armée quand même. Mais une fois que c'est fini, comment ça passerait entre vous, les Afghans, entre les grandes ethnies? Et avant de me répondre, il a eu une silence et réflexion. Et c'était à ce moment où j'ai fait cette portrait, parce que j'ai toujours mon appareil prêt constamment à côté de moi. Et c'est comme ça aussi que je fais beaucoup de portraits des gens. C'est que je ne fais pas des portraits de studio officiels, même si des fois ça m'arrive de dire aux gens, bon, bah, c'est comme ça, regardez là, mais ce n'est pas la vraie photo que je vais faire. C'est juste habituer la personne à mon appareil, à ma façon de travailler, et je guette constamment le moment où je sens que dans son visage, dans ce moment, c'est le bon moment de photo. Et donc ça, cette photo, c'est quand lui, il est convaincu qu'il va mettre à l'échec l'armée de Russie, mais il est en train de dire qu'est-ce qui va passer après entre nous les Afghans. Bon, on voit tout dans son regard. Photosensible, podcast d'aventures humaines et photographiques. Découvrez ceux qui se cachent derrière l'objectif. Rencontrer Reza est une aventure en soi. C'est une aventure humaine, déjà, tant sa personnalité, son humanité et son histoire débordent de sa personne. Mais c'est aussi une aventure artistique et sensible. Des racines de sa culture persane, il aura hérité ce talent de conteur. Et ce n'est pas avec des mots qu'il raconte ses histoires en général, mais avec la photographie. Et des histoires, il en a à conter. Son enfance, où il découvrira la photographie argentique, la révolution islamique en Iran où il se forgera une conscience politique forte qui entraînera son exil d'Iran, la reconnaissance inattendue de ses talents de photographe qui le mènera dans les plus grandes agences de photojournalisme ou encore à National Geographic, ou son passage par l'ONU. Tout nous permet de comprendre la richesse du parcours de cet homme.
Il est d'ailleurs l'un des photojournalistes les plus reconnus de sa génération, en Iran, en France comme ailleurs. Et s'il est à l'aise avec la photographie, il ne l'est pas moins avec les mots. Alors autant le laisser vous raconter tout ça lui-même. Enfin, la photographie, dans mon enfance, et surtout dans la ville où j'étais, dans la ville de Tabriz, en Iran, qui est le centre de Azerbaïdjan iranien, c'était quelque chose complètement lié aux photos de famille et photos de carte d'identité. Donc, c'était pas du tout ni art, ni quelque chose connu de population à l'époque. Ça, je parle des années, fin des années 50, début des années 60. Et donc, le photographie que nous, on voyait à ce moment-là, c'était beaucoup dans les vitrines de ces studios photos qu'on allait des fois, une fois par an peut-être, pour faire les photos de famille, ou on les rencontrait dans les mariages. C'était simplement ça. Mais pour moi, c'était quelque chose que depuis un moment, depuis quelques années, depuis l'âge de 9 ans, je cherchais de trouver, de pouvoir m'exprimer et m'expliquer au monde. Je t'explique, c'était que très tôt, dans le bas âge, j'étais très très ému et touché par les scènes que je voyais dans les rues de la ville, de pauvreté, de misère, d'injustice sociale. Et ça m'interrogeait dès le bas âge. Je me disais, mais pourquoi il y a des enfants qui n'ont pas de chaussures? Pourquoi il y a des gens qui sont SDF? Pourquoi il y a les gens qui vivent pas bien dans notre quartier et l'autre qui vit mieux? Et donc tout ça, c'était des questions que j'arrivais pas à trouver des réponses quelque part. Même si je posais les questions à mes parents ou les gens autour de moi, leurs réponses ne me convenaient pas. Et je me disais que s'il n'y a pas de changement dans l'attitude des gens envers ces gens qui ont besoin, peut-être que moi, j'arrive pas à expliquer l'émotion qui crée dans moi en voyant ça. Peut-être que les mots ne sont pas suffisants, donc je cherchais l'image à ce moment-là. Peinture, c'était connu, c'était quelque chose d'important dans la culture persane. Et donc je me suis dit, peut-être la peinture, l'image en tout cas, peut aider. Et je me suis mis pendant 2 ou 3 ans, de l'âge 10 à 13 ans, d'essayer de peindre, mais j'arrivais pas à le faire. J'étais un très mauvais dessinateur ou peintre, jusqu'à ce qu'à l'âge de 13 ans, finalement, je me suis intéressé à ces petits appareils photo box que mon père avait pour nous photographier pendant les vacances. Et pour moi, c'était juste un objet de vacances. Ça, je ne comprenais pas à quoi ça peut servir. Sauf que quand j'ai commencé à regarder dans le viseur, d'un seul coup, j'ai vu que avec cet appareil ou cette machine, quand on tourne l'appareil vers des différents sujets, on les voyait dans le viseur. Donc d'un seul coup, dans ma tête, je me suis dit, peut-être que si il photographie tout ce qui est devant lui, cet appareil, peut-être que ça peut être ça, remplacer le peinture et dessin. Donc j'ai commencé à demander à mon père, est-ce que je peux utiliser, je peux voir comment ça marche. Et il m'a dit, voilà, oui, c'est comme ça qu'il fonctionne. Et je suis tombé dedans. C'est des appareils qui est comme une moitié d'une box de boîte de chaussures, à peu près, ou un tiers, noir, avec deux côtés qu'il avait des viseurs pour regarder dedans, pour vertical et horizontal. C'est les premiers appareils photo
Je me souviens, c'était Kodak qui faisait ça. Peut-être qu'il y avait d'autres marques qui faisaient aussi. Mais c'était vraiment un truc très basique. Avec les films qu'on mettait dedans, c'était des films qu'on appelait ça les 120. C'était 6 cm par 6 cm. Et on pourrait faire 12 photos dedans. Mais c'était quand même assez grande pour un garçon de monter ça. Et quand je commençais à m'intéresser, arrive presque en même temps mon beau-frère qui vient et il m'offre mon premier appareil photo. Il dit, bah, tiens, ça t'intéresse? Voilà, c'était un premier appareil russe. En Iran, à l'époque, c'était les appareils russes qui étaient très peu chers, enfin, plastique. Et c'était un appareil qui s'appelait Smena, Smena 8. Ils écrivaient avec C-M-E-N-A, et après le 8 chiffres, le film 35 mm. Sauf qu'il n'y avait aucune notice avec ça, et je ne savais pas du tout comment ça fonctionne, et où est-ce qu'on prend les films, qu'est-ce qu'on met dedans, et comment on tourne les films. Et mon beau-frère non plus, il ne savait pas. Donc ça m'a pris quelques mois avant, parce que je prenais l'appareil et j'allais devant ces studios photos, mais comme je n'avais pas assez d'argent, je ne savais pas combien ça coûte tout ça, les films et autres, je n'osais pas rentrer dedans. Je restais dehors de boutique. En plus, j'avais peur, j'avais un appareil photo comme ça. J'attendais que le vendeur ou le commerçant, il sort pour une raison, peut-être. Voilà, et tu dis, monsieur, excusez-moi, est-ce que vous pouvez m'expliquer qu'est-ce que c'est ça, comment ça marche? Et il me regardait un peu bizarre. Il y en a qui disaient, non, je n'ai pas le temps, ou je ne connais pas. Et finalement, au bout de quelques temps, il y en a un qui disait, ben voilà, tu mets ça, tu mets le film dedans. Et une fois que je mettais les films dedans, mais comment faire? Il y avait plein de numéros dessus, 250, 125, 60. Je ne savais pas ce que c'était tout ça. Oui, il faut vous mettre à la place de quelqu'un qui n'a aucune connaissance d'une nouvelle machine qui tourne dessus. Bref, ça m'a pris longtemps en posant des questions un par un à telle boutique et telle boutique. Et donc, finalement, ça y est, j'avais appris comment mettre le film dedans, comment faire des photos, et à quoi ça servait, ces 250 et 8 et 5.6, enfin tous les chiffres et la vitesse et tout ça. Mais ensuite, une fois que j'avais les films, il fallait développer. Je ne savais pas comment le faire. Et donc ça a pris au moins 6 autres mois pour que je comprenne qu'est-ce que c'est développement, en prenant des petits morceaux, apprenant. Il n'y avait pas des livres d'apprentissage photographie, il n'y avait aucun de tout ça. Bref, ça m'a pris presque 2 ans d'apprendre comment faire des photos et comment développer. Et j'ai commencé à avoir mon agrandisseur. J'ai acheté au bout de quelque temps, en mettant l'argent de poche de côté, finalement, une première agrandisseur et tout ce qui était nécessaire pour développer les films et faire les tirages. Donc ça, c'est vraiment le début à une forme d'autodidacte totale, difficile, des 2 ans assez difficiles, frustration beaucoup, parce que la première rouleau de film, je n'avais pas bien enclenché, et je continuais à faire pendant des mois des photos partout en tournant, sauf que je ne savais pas que c'était pas enclenché, et que ça c'était vraiment le déchirure total, parce que c'était et comme ça finissait pas, je continuais plusieurs mois, et c'est génial, j'ai un film sans fin, et finalement je me suis rendu compte que les films étaient dedans. Et enfin, c'est un de ces types qui m'a dit, mais attends, les films ne peuvent même pas enclencher dans ton appareil. Et c'était le désastre total, je me souviens très bien, la tragédie pour moi. Mais la première photo que j'ai voulu faire quand j'ai eu cet appareil de mon père, c'était... je me souviens très bien, nous avions un très joli cerisier dans le jardin de notre maison. Et il y avait un oiseau qui était sur la branche
de cet cerisier. Ça doit être l'automne ou après l'automne parce qu'il n'y avait pas des feuilles. Et je me suis préparé pour aller photographier l'oiseau. C'était quelque chose d'important. Et sauf que comme je ne connaissais pas bien comment l'appareil fonctionne, le temps de pouvoir le mettre en marche et enclencher les ressorts et autres, ça a fait clic, un bruit avant et ce bruit, ça a fait envoler l'oiseau, donc j'ai photographié les branches. Donc le moment où j'appuyais, il n'y avait plus d'oiseau dedans. Ça, c'était la première, que d'ailleurs, c'était important pour moi de vous comprendre que il y a des choses qui peuvent ne pas se faire. Il ne faut pas se fâcher, il ne faut pas en vouloir. C'est comme ça la vie. Et que, voilà. Ô ami, unique ami, que de sombres nuages guettent la fête du soleil, comme si c'était hors d'un parcours chimérique qu'apparut un jour l'oiseau, que s'était formé hors des lignes vertes d'imagination, ces feuilles fraîches qui s'essoufflaient dans la volupté de la brise, comme si cette flamme violette qui brûlait dans la mémoire chaste des fenêtres n'était autre qu'une représentation innocente de la lumière. Fulur falor zod, poème extrait du recueil Au seuil d'une saison froide. La première année, c'était comme d'habitude, hein, on commence à photographier sa famille, ses amis, pour s'habituer aussi, pour s'habituer à cet appareil, de voir comment ça fonctionne. Mais plus je faisais ça, plus je me rendais compte que c'est pas ça la photographie que je cherche. C'est pas faire quelque chose juste portrait des gens, des amis autres. J'ai envie de montrer des gens, mais au début, j'avais un peu peur aussi de sortir dans la rue avec un appareil photo. Ça n'existait pas, ça, qu'un jeune petit garçon prend l'appareil photo dans la main et aille faire des photos. Et donc, cette photographie de façon où photographier les amis, des gens autour et les voisins, petit à petit, ça m'a fait connaître dans le quartier comme le photographe quelque part. Donc ça m'a beaucoup aidé au début finalement de pouvoir de sortir pas à pas de la maison, de photographier les gens autour, la communauté. Et c'était un bon apprentissage pour moi. C'est-à-dire, j'ai pas eu une agressivité contre moi à cette période, au tout début dans la communauté que tout le monde connaissait, tout le monde. À l'âge de 16 ans, comme mon père, il travaillait, employé du ministère de Travail et les Affaires sociales, donc il s'occupait beaucoup des ouvriers. Il était un médiateur entre les patrons et les ouvriers de la part du ministère du Travail. Donc il allait souvent dans les usines quand il y avait des problèmes entre les ouvriers et les directions pour régler ça. Et quelquefois, il m'emmenait avec lui aussi. Donc pour moi, c'était aussi un bas âge d'un seul coup de me trouver dans les usines, écouter les ouvriers, ce qu'ils racontent, le problème qu'ils ont avec leur patron, et écouter aussi des patrons, parce que c'était un bon apprentissage aussi de voir qu'il y a toujours deux côtés dans chaque conflit. J'entendais ce que les ouvriers disaient, je me disais, ils ont raison. Et après, quand avec mon père, on allait s'asseoir dans le bureau des patrons, et tout ce que lui il disait, je disais, c'est vous qui ont raison. Donc ça m'avait beaucoup aidé à ces âges-là de voir qu'il y a plusieurs façons. Et quand on sortait de là, et je disais à mon père, qu'est-ce que tu en penses? Et lui, il donnait son avis, j'écoutais, je disais, lui aussi, il a raison. Donc c'était la troisième version de fait. Et ça m'a beaucoup aidé dans cet apprentissage de voir qu'il ne faut pas regarder un événement d'un seul angle. Il faut écouter tout le monde. En 1968,
envoyé en mission, longue mission, ça veut dire que même son travail était dans le sud de l'Iran, près de Golfe Persique, dans une ville portuaire qui s'appelle Bandar Abbas, qui est encore un des plus grands ports iraniens, sauf qu'en 1968, c'était une toute petite ville portuaire et que mon père était allé pour travail. Il m'a emmené avec lui. Donc le reste de la famille reste à Téhéran et moi je pars avec mon père, tous les deux, dans cette ville incroyable. D'un seul coup, j'arrive, il y a une énorme différence. C'est un peu comme, imagine qu'un enfant de Toulouse, il va partir dans le sud de France, mais le paysage du sud de France, c'est presque comme Maroc. Il y a une telle différence culturelle, une telle différence visuelle même, je dirais, dans le même pays. Donc nous partons de Tabriz, de Téhéran, le nord de l'Iran. D'un seul coup, je me trouve devant un paysage complètement différent, le peuple différent, le climat différent, complètement. Mais c'est comme si tu arrives en Afrique, presque. Et donc ça m'a aussi... Et comme je connaissais personne à l'école et au lycée, j'ai commencé à petit à petit emmener mon appareil à l'école, où quand on allait se promener dehors, de photographier ce qu'il était dans le quartier. Kot, ça c'était un moment, juste avant d'aller dans cette ville, je m'étais acheté mon premier appareil. Et un premier appareil qui était un peu comme le format Rolleiflex, sauf qu'il s'appelait Lubitel. Et ça, c'était aussi un appareil russe, plastique, qui était pas cher du tout. Donc ça m'avait pris presque 6 mois de mon argent de poche, de mettre de côté, pour pouvoir acheter ça. Donc c'était mon premier appareil que j'ai acheté moi-même. Et c'était avec ça que je me suis trouvé dans cette port, comment dirais-je, oui, dans cette ville portuaire de sud, avec plein de choses incroyables, des bateaux, des marins, et ça m'a beaucoup aidé de commencer à photographier aussi la vie des gens. Et c'est à ce moment où, comme c'était une petite ville, il y avait peu de moyens, il y avait 3 lycées, une pour les filles, 2 pour les garçons, et il n'y avait aucune bibliothèque dans ces lycées. Moi, je lisais énormément. J'avais presque lu plus de 600 livres avant d'arriver à cet âge-là, de 16 ans. J'ai eu l'idée de créer une bibliothèque dans le lycée. Donc je parle avec le directeur qui me regarde en haut, il dit « Mais qu'est-ce que c'est? Comment ça tu l'idée de faire une bibliothèque? Non, on n'a pas de moyens, on n'a pas... » Je dis, monsieur, moi j'ai déjà fait ça à Téhéran, dans mon lycée, dans mon autre lycée, il y a 2 ans. Ah bon, explique-moi comment tu as fait. À 11 ans presque. Non, à 12 ans, 13 ans j'avais fait ça. 13 ans. Alors, j'avais 16 ans maintenant. Et il dit, bah, écoute, si tu peux le faire, je te donne le feu vert, fais-le. Et donc je commence à écrire à la main des petites notes sur le bout de papier, que je donne à chaque élève en demandant de donner ça à vos parents. Et c'était écrit dedans, monsieur, cher monsieur, enfin, messieurs, dames, les parents de tel élève, nous voulons faire une bibliothèque au lycée, mais nous n'avons pas de livres. Si vous avez des livres que vous n'avez pas besoin, merci de donner à votre fils qui l'emmène à la lycée. Au bout de 2 semaines de ça, on a eu 600 livres, qui étaient extraordinaires. Donc j'étais nommé. Le directeur a dit, bon, maintenant, c'est toi qui vas. Je dis, oui, je connais ça, j'avais déjà fait dans un autre lycée. Sauf que pour écrire et copier tous les papiers de registre, au lycée, il y avait une machine de polycopieur. C'était pas photocopieur, c'était une forme de... Avant les machines photocopies, qu'on pourrait faire des copies, ils tournaient à la main, manuel. Et quand j'ai eu ça,
dans ce petite classe qui était devenue bibliothèque. Maintenant, j'étais responsable bibliothèque. Ma première idée dans la tête, c'était je peux faire un journal avec cette machine polocopie de photocopie. Donc j'ai commencé pendant longtemps de réfléchir comment faire et finalement l'idée est venue. Je trouvais le nom qui s'appelait Parvoz, ça veut dire l'envol. Et dans 3-4 pages, les textes, les poèmes et tout ça j'avais écrit. Mais on ne pouvait pas faire des photos, c'était pas la photo, c'était plutôt l'idée de journalisme à ce moment-là. Avant de sortir de journal, avec mon appareil, c'est des vendredis, je sortais faire des photos et chemin de faisant, j'arrive au marché de poissons et je vois une vieille femme qui est en train de vendre quelques petits poissons pourris. Ça m'intrigue tellement que la première réaction, c'était faire une photo de ça. Et à ce moment, il me dit, mais pourquoi tu me photographies? Et cette question, que pourquoi tu me photographies, il fallait que j'ai une réponse immédiate. Et ça m'a pris beaucoup d'énergie. Je me souviens juste de réfléchir. Il fallait que je donne la bonne réponse et la vraie réponse. Et la vraie réponse et la bonne réponse tout de suite pour moi, je savais que c'était pas parce que ça me plaît, ces poissons, de faire des photos. J'avais fait parce que ça m'intéressait de voir comment une vieille femme comme elle, assise par terre, et elle est en train de vendre quelques poissons complètement pourris. Enfin, c'est quoi cette histoire? Pourquoi? Et donc j'ai dit, je veux que vous racontiez, je connais votre histoire. Donc elle me dit, assieds-toi, je vais te raconter mon histoire. Et elle dit que son fils était pêcheur, qui était tué, qui était noyé, c'était noyé, son bateau et tout. Et maintenant, il vient tous les jours ici parce que c'est des amis de son fils qui lui donnent ce qui reste un peu de leur pêche quotidienne pour l'aider aussi, pour qu'il vende quelques jours parce qu'il y a 5 enfants. Et ensuite, il me dit, mais le policier qui tient la porte de marché, il faut que je lui donne la moitié de ce que je gagne. Pour moi, à l'époque, c'était inimaginable. Je ne savais même pas que ça existait, qu'il faut payer les policiers. Pour moi, les policiers, c'était l'ange gardien qui devait tenir tout le monde, qui devait aider tout le monde. C'était comme ça que les propagandes monarches, il avait fonctionné. Bref, j'écris ça aussi dans mon journal, que finalement, ça m'a emmené, quelques jours après, être arrêté par la police secrète du Char, être frappé qu'ils ont déchiré tous ces journaux. Et ça a complètement me fait rentrer dans un autre monde qui était le vrai monde de ce qui s'est passé, la liberté d'expression, qu'il faut expliquer, il faut pouvoir s'exprimer, il y a une police secrète on ne peut pas tout dire. Et tout ça, c'est arrivé d'un seul coup dans une petite période et qui a changé complètement ma vision du monde, ma vision de communauté, de gouvernant. Mais ça m'a aussi conforté dans cette idée que finalement, ce que je faisais, c'était bien. Et ça valait le coup. Et que c'est ça que je veux faire. Parce que s'il y a autant de pression contre ça, or je dis la vérité, donc il faut que je continue. On vient sentir ta bouche, que tu n'aies dit je t'aime. On vient sentir ton cœur. Quelle étrange époque vivons-nous, ma toute gracieuse. Quant à l'amour, on lui donne le fouet le long des remparts sentinelles. L'amour, on l'enfouit au fond d'une arrière-cour. En cette impasse torve, torturée par le froid, brille l'amour. Par la grâce nourricière des chants et des poèmes, ne te risque pas à penser, ma toute gracieuse. Quelle étrange époque vivons-nous. Celui qui nuitamment martèle à notre porte est venu en meurtrier de la lampe. La lumière, on l'enfouit au fond d'une arrière-cour. Et voici que viennent les bouchers, veillant à tout passage, ils apportent la planche et les hachoirs en sang. Quelle étrange époque vivons-nous, ma toute gracieuse. Et ils écarissent le sourire sur les lèvres et les chants sur la bouche. La joie, on l'enfouit au fond d'une arrière-cour.
Les canaris sont couchés sur la braise, brûlante de jasmin et de lys. Quelle étrange époque vivons-nous, ma toute gracieuse. Iblis est triomphant, ivre, attablé au banquet de nos deuils. Dieu, on l'enfouit au fond d'une arrière-cour. Ahmed Chemlou en cette impasse. Poème extrait du recueil Petit chant de l'exil. Et je le continuais de façon différente, où un an après, on était retourné à Téhéran. J'allais au lycée à Téhéran. J'avais installé mon chambre noire à la maison. Mais cette fois-ci, comme j'avais voyagé, je savais comment sortir, comment aller faire des photos, et surtout comment il fallait faire des photos dans le quartier chaud, dans le quartier où il y avait beaucoup des vendeurs de drogue ou les drogués qui étaient complètement en train de se shooter, héroïne ou autre, et photographier ça. Il y avait aussi un marché des voleurs, on appelait ça. C'était tous les gens qui avaient volé des choses qui venaient vendre à n'importe quel prix. Donc, toutes ces photos, je les tirais à la maison, et ensuite, les photos qui montraient la misère, qui montraient vraiment la vie mauvaise des gens, comment ils vivent, je les placardais sur le mur de Téhéran, surtout autour de l'université, là où j'allais à l'université. C'était les premières photos placardées, enfin de cette façon, montraient un militantisme en placardant les photos sur les murs, contre les murs. C'était les premières formes de street art, l'art dans le lieu public, et l'impact était énorme, parce qu'on est dans un pays où il y a très peu de journaux, très peu de médias, il y a une seule chaîne de télé, noir et blanc, et qu'ils ne montraient que les celebrities ou tout ce qui était l'histoire de Monarch. Enfin, il n'allait jamais montrer ces médias, la misère, ni interviewer des gens, ça n'allait pas et autres. Donc, c'était vraiment une première, je dirais, exemple de ce genre de travail, utilisation de la photographie contre une idée politique ou militantisme, quelque part. J'allais même moi-même le lendemain ou quelques heures après que j'avais collé ça en cachette pour regarder, voir ce qui se passe. Et les gens, ils se réunissaient autour, ils commençaient à discuter, ils ne voyaient pas que ça existait. Donc ça crée pas mal des mouvements. Et le police, il venait, il attaquait, il fermait, enfin, il déchirait, il frappait des gens qui regardaient, ne regardaient pas. Plus je voyais ça, plus je me disais, bah, ça c'est quelque chose d'important de le faire. Et ça a duré pendant 3 ans. En même temps, j'étais étudiant à l'université de Téhéran, j'étudiais architecture, et à 22 ans, finalement, le police arrive, il encercle mon petit studio étudiant que j'avais avec quelques autres amis, et il rentre avec les pistolets, avec le fusil, tout le monde les mains en l'air, on ne savait pas ce qui se passe. Et finalement, il demande le nom de chacun, et quand je dis mon nom, il dit venez avec nous. Il vient chez moi ensuite, il fouille chez moi, et il y avait une partie de mes négatifs qui le prennent, quelques tirages, et il m'embarque. Et à peine arrivé dans ce lieu d'interrogation, de ce grand centre, il a les yeux fermés, et il commence à me torturer, à frapper d'autres fortes, parce que pour eux, tout ce qui était, ça ne pourrait pas être le travail d'une seule personne. Il doit y avoir plusieurs personnes. Et je n'étais que juste un petit exécutant étudiant. Pour eux, cette idée de faire des photos, coller contre un mur, écrire les légendes, coller tout ça, regarder comment ça se passe dans ça, ça pourrait pas être un petit gamin. Il doit avoir une groupe ou des gens derrière ça qui ont. Donc ça a pris 5 mois d'être torturé dans une toute petite cellule,
et toute forme de torture pour que finalement ils se rendent compte que j'avais raison, que j'avais rien à... Et il n'y avait aucun groupe derrière moi, il n'y avait personne derrière moi. Et condamné à 3 ans de prison, et au bout de 5 mois, il m'a envoyé dans une prison publique. C'est là où je me suis trouvé avec d'autres prisonniers politiques qui étaient les plus grands écrivains, et les poètes, et les cinéastes, et les artistes, et les politiciens, et les chefs de groupes politiques, tous dans un seul lieu. Et ben, pour un gamin de 22 ans, de se trouver c'est à côté avec le plus grand, je dirais, poète ou écrivain, c'était une bonne heure. Donc, en plus que tu commences, tu discutes, tu parles, ils te répondent, vous commencez à discuter toute la journée, des heures entières. Et, donc, ça, c'est d'un seul coup, ce prison qui... C'est 3 ans, enfin 2 ans et demi, parce que j'avais passé 5 mois en cellule individuelle. Ben, ces 2 ans et demi, ça devient quelque part comme une université pour moi aussi. Et j'apprends beaucoup de choses et je réfléchis sur l'utilisation de photographie. Je comprends l'importance de l'image en parlant avec les cinéastes, avec d'autres. Et c'est ainsi que 3 ans après, quand je sors de prison et je retourne finir mes études d'architecture et commencer à travailler, les rues de Téhéran, ils commencent déjà à bouillonner. Les manifestations arrivent. Finalement, je sors photographier les manifestations petit à petit, et de fil en aiguille, un jour, 2 jours, ça continue, il y a des manifestations partout. Par la connaissance politique que j'avais acquis en prison, donc j'arrive à être informé de toutes les manifestations, de tout ce qui allait passer avant tout le monde. Donc je me trouve toujours avant. Et comme il y avait aussi la presse étrangère, les photographes étrangers comme Marc Ribou, comme Don McCullin, comme Michel Setboun, comme plein d'autres photographes qui venaient en Iran de la part des agences et autres, que moi je ne connaissais pas. Je connaissais ni les agences, ni les magazines étrangers, rien du tout de tout ça. J'étais complètement ignorant par rapport à ce qui était le photojournalisme, la photographie. Mais de voir ces photographes avec plusieurs appareils autour du cou qui courent et qui font tac, 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 des dizaines de photos d'un sujet, et que pour moi, que j'avais un seul appareil photo dans la main et que je faisais photo par photo, c'était quand même aussi une forme de comprendre un peu ce qui se passe et discuter. Et ça n'est qu'après, quand ils ont vu mes photos, qu'ils m'ont encouragé de... Pourquoi tu ne travailles pas pour la presse Mais dans ma tête, moi, j'étais un architecte qui fait des photos et qui doit retourner à son architecture, finalement. Jusqu'au moment où je rencontre dans mon premier voyage à Paris Gökçin Sipayoglu, qui était directeur et fondateur de l'agence Sipa Presse, qui était lui-même un ancien photojournaliste qui venait d'Istanbul. Et c'est l'homme qui a presque formé plus de, je dirais, la moitié de grands photojournalistes français et mondiaux, mais pas seulement les photographes, mais aussi les gens qui travaillent dans les agences, dans les archives et autres. C'est grâce à lui, c'était le grand monsieur de photojournalisme dans l'histoire, qui restera toujours. Et lui, tout de suite, en voyant mes photos, les quelques photos qu'il voit de moi, je sens qu'il me regarde différemment, et il dit, bah, écoutez, si vous voulez travailler pour moi, vous êtes bienvenu. Et donc il facilite mon retour en Iran quelques mois après la Révolution. Moi, j'étais venu juste en touriste et voir comment ça se passe ailleurs. Le premier sujet que je fais pour Agence Sipa, donc officiellement, je le fais à 2 rouleaux noir et blanc dans une grande manifestation. Je crois 18 ou 19 photos en couleur, donc un demi-rouleau couleur. Or, je voyais d'autres photographes qui étaient sur place avec moi, qui travaillaient à l'époque pour Gamma ou Magnum ou Sipa ou
ou les photographes même freelance. Je ne savais pas ce que c'est à l'époque. Ils disaient pigiste, je ne savais pas ce que c'était. Et donc je les voyais de faire des dizaines de rouleaux, 20 rouleaux, et il y en a un qui avait fait 25 rouleaux dans la journée. J'avais honte de faire 2 rouleaux et demi, moi, quand je voyais leur photo. Mais finalement, quelques semaines après, Gokshin lui-même, il m'appelle à Téhéran en disant « Bravo, tu as fait 6 pages dans Paris Match, 4 pages dans Stern, 2 pages à Newsweek. » Ah bon. Et je dis « Et les autres, les autres photographes, eh ben, ils n'ont rien eu. » Et d'un seul coup, je commençais à comprendre plein de différentes formes de travail. Surtout que quand j'étais à Paris, avant de rencontrer Gokshin, les amis photographes que j'avais connus, ils m'avaient dit non, le meilleur agent c'est Sigma, il faut que tu ailles au Sigma. Donc j'avais pris rendez-vous à Sigma, sauf que j'étais reçu très mal par le rédacteur en chef qui voyait en face de lui un jeune Iranien qui arrive avec quelques planches de photos. Hein. Bonjour monsieur, on m'a dit de venir, on a rendez-vous. Si vous avez besoin de photographes en Iran, et qui me dit non, vous savez, on a tellement de bons photographes, nous, qu'on n'a pas besoin de vous. Et moi, j'étais très touché par ça, parce que quelque part, j'étais pas demandeur. Je croyais que ça peut servir les agences. Et c'était pas un métier que je cherchais. Je me disais, bon, quand je suis en Iran, ça peut leur rendre service s'il y a quelque chose. Mais la façon dont il m'a reçu avec ses pieds surtout sur la table, en me regardant debout, enfin, je ne m'ai même pas demandé, ça m'a énormément touché dans mon intégrité de l'homme, enfin, de dire comment je demande rien, je suis venu, il me reçoit comme ça, les pieds sur la table, sur son bureau, enfin. Donc je suis sorti complètement enragé, je dis plus jamais d'agence. Le lendemain, le rendez-vous c'était avec Gokshin qui m'a reçu, il est directeur de l'agence, dans son bureau, très solennellement, vraiment très amical. C'était complètement contraire de ce que j'avais vécu la veille à Sigma. Ouais. Et ce qui était incroyable, c'est que après la parution de ces 6 pages dans Paris Match et autres, j'ai reçu le coup de fil de même monsieur de Sigma. Quand j'étais à Téhéran un jour, il m'appelle, il dit bonjour, monsieur Reza. Je dis oui, c'est Xavier, ou je ne sais pas comment il s'appelait. Vous vous souvenez que vous étiez venu me voir à l'agence Sigma? Évidemment, bien sûr, je me souviens. Voilà, j'ai vu vos photos dans Paris Match. Bravo, c'est génial ce que vous avez fait. Et je voulais vous envoyer, comment dirais-je, même pas un contrat. Enfin, est-ce que vous voulez travailler pour Sigma? Vous étiez venu. Je dis non, monsieur. Sigma, ça n'existe pas. Enfin, j'étais assez clair. Je dis non, j'étais venu une fois, vous n'avez pas su comment accueillir les gens. Maintenant, j'ai donné mon parole à Gokshin, à M. Sipa, et je travaillerai pour Sipa. Parce que la façon dont il m'a reçu, c'était pas la même chose que... Il n'a pas compris. Il a dit, mais vous comprenez ce que vous dites? Nous sommes la plus grande agence du monde et que Sipa, c'est rien du tout, c'est un petit merde. Je me souviens très bien. Au téléphone en plus. Or, il ne se rendait pas compte que pour un jeune de 26 ans, un Iranien, qui a fait des 3 ans de prison, qui a donné une parole, c'est tellement important. Et de la façon dont tu as reçu... c'est tellement important. Il essayait de casser encore le Sipa en m'incitant. Plus il faisait, plus je me penchais que Sipa est mieux que Sigma. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc je suis resté à Sipa pendant 5 ans. Donc assez vite travaillé pour Newsweek. Newsweek, il m'a envoyé un contrat. J'étais devenu le premier photographe de Sipa avec presque le plus long contrat journalier dans toute l'histoire de Sipa, pardon, c'était le mien.
Laisse-moi écrire une lettre. La lampe a inondé la maison de sa lumière. La joie a de nouveau comblé ma poitrine. Il y a beaucoup de pain sur la nappe. Laisse-moi écrire une lettre. Mon retour ce soir à la maison coïncidait avec la tombée de la pluie dans le jardin de Pouliot et de Basilic. Mes 2 bouquets d'églantines tremblent sous ma robe de soie. Mes 2 grappes de jasmin dansent sur mes épaules nues. Ma joie est une parole éloquente dans mes yeux muets. Mon regard, un poème sublime sous l'ombre de mes cils. Il y a une effervescence de lumière, une fête de chants et de chansons. C'est le printemps et l'abondance de fleurs, même si nous sommes au milieu de l'hiver. Dans les mains de mes amis, c'est la présence du feu et de la soie. Les larmes de joie de mes amis ont été suivies d'un assaut de baisers et de larmes. Mon cher ami éloigné de la patrie, j'étais obligée de t'écrire une lettre, car sur mes lèvres ne reviennent que des mots à propos de notre pays. Si tu as mal au cœur en pensant aux chambres nuptiales des martyrs, sache que le feu, la guerre et la folie ont pris fin, mais tout cela a été dur à supporter. Tu n'as jamais été séparé de ton pays. Ton cœur battait toujours pour lui, mais la séparation ne dépendait pas de toi. Que Dieu nous aide à la reconstruire et à ne pas la perdre par de vaines paroles. Car l'enjeu dans cette affaire est la terreur changeante de l'époque. Combien de nuits j'ai éteint la lumière de peur de perdre ma vie, bien que tout ce qu'on voyait eût un prix beaucoup plus cher que la vie. Adieu mon cher ami lointain. Que puis-je ajouter à tout cela? Mille merci, car ce soir, la maison était remplie de lumière. Simin Bebahani, laisse-moi écrire. Quand j'ai quitté l'Iran en 1981, quand j'étais obligé de m'exiler, j'ai continué à voyager, couvrir les différents événements, la guerre de Liban, après Afghanistan, après tout ça, c'est enchaîné l'un après l'autre. Donc, je suis devenu connu comme celui qui passe son temps d'une guerre à l'autre. C'était un peu comme ça, des années 80 pour moi. Constamment de partir d'une guerre à l'autre. Et mes photos étaient devenues, toutes les agences, ils attendaient, enfin tous les journaux, elles attendaient, qu'est-ce qu'il a fait ça, de couvertures de centaines de journaux, de magazines. Et finalement, en 90, j'ai une offre des Nations Unies pour devenir directeur d'une opération des Nations Unies pour Afghanistan, que j'accepte. Mais assez vite, je vois que c'est pas du tout ça que je cherche. Pour moi, c'est la photographie qui est importante. Donc, je quitte, après 1 an de travail, de nouveau Nations Unies. Et à ce moment, c'est les National Geographic qui me contactent pour travailler pour eux. Et à 91, je rentre toujours en indépendant comme photographe de National Geographic. Mais quand le National Geographic, il me propose de devenir employé de National Geographic, qui était une offre extraordinaire, jamais vue. Enfin, pour un photographe, c'est le top. Sauf que il y avait un article qui disait que je deviens photographe et que je dois photographier les sujets qu'eux ils veulent. Et constamment. Donc, et je devais avoir quelque chose comme 1 mois de vacances dans l'année, comme beaucoup, ou même 3 semaines. C'était un peu ce qui est arrivé. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, oui, mais s'il se passe des choses que j'ai envie de photographier, mais que la photographie ne veut pas, je ne pourrai pas le faire. Et ils m'ont dit, oui, vous ne pouvez pas partir comme vous voulez, des sujets. Je dis, non, moi je veux être maître aussi de mon temps et des sujets que je choisis. Et c'est comme ça, j'ai dit, ok, on peut continuer de travailler ensemble, contrat par contrat, sujet par sujet, mais je resterai libre de photographier. Ce qui m'a aidé, comme ça, de pouvoir photographier la guerre des Balkans, par exemple. La photographie ne voulait pas, mais moi, j'ai pris le temps nécessaire pour aller à Sarajevo photographier ça. Et parmi tous ces projets, c'était aussi le Rwanda et Burundi. J'ai travaillé avec Serge Moiti et UNICEF, au départ, pour faire un premier sujet sur les orphelins de sida. Le sida, il commençait à faire de rage en Rwanda et Burundi surtout. Personne n'en parlait, personne ne connaissait ce qui se passe. Les gens, ils tombaient. Et
Et donc on est allé faire un film de Sergio Matti et moi au reportage photo qui était dans l'Express et la presse en France après au Mondial. La première fois qu'on parlait vraiment des orphelins de sida. En faisant ça, on se rend compte que l'histoire, ça va beaucoup plus loin que juste le sida. Il y a une vraie tension, que ces tueries et c'est en train de créer entre les Hutus et Tutsis, et il se peut avoir des vrais problèmes entre les deux tribus. Donc je retourne après pour photographier ce conflit, et il y a déjà eu 100 000 morts. Et en continuant ça, j'essaye de préparer une conférence de presse à Paris avec d'autres amis photographes qu'on était sur terrain pour expliquer qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer à Rwanda et Burundi. Il faut faire attention, il y a une massacre qui se prépare, on l'avait vu qui est en train de venir. Et malheureusement, c'est arrivé. C'est arrivé, il y a eu 800 000 morts et 2 millions de réfugiés. Et c'est à ce moment où je retourne pour photographier les événements, mais surtout le cas des réfugiés. Et dans un des camps de réfugiés, le directeur de l'UNICEF et le directeur de Croix-Rouge, ils me parlent d'un projet qu'eux, ils ont commencé avant moi, donc c'était pas mon idée de commencer ça, qui est photographier les 12 000 enfants qui sont des enfants où on ne sait pas où sont les parents. Quand il y a 2 millions de réfugiés et les gens qui fuient, surtout dans les pays comme ça où tout le monde part dans les forêts, se cacher et autres, donc ils n'ont pas les moyens de garder tous les enfants ensemble et finalement les enfants se séparent des parents ou des fois des parents qui étaient complètement tués et les enfants ils se trouvaient tout seuls. Et donc ce projet ça fait partie de plein d'autres projets que je mène parallèle à mon travail photographique depuis le début, parce que c'était toujours le cas, hein, dès le début de photographie que je faisais pour publier dans les journaux. D'autres travaux que je faisais et que je continuais à faire, c'était toujours de dire beaucoup de problèmes sociaux ou relationnels peuvent se résoudre avec la photographie. Il faut poser la question, quand il y a un problème social, quand il y a un problème dans une communauté, est-ce que la photographie peut emmener une réponse à ça? Est-ce que quelque part, je ne dis pas peut-être que résoudre le problème, mais faire partie de ça. Et ça, c'était un cas très précis parce que j'ai dû former quelques réfugiés, de jeunes réfugiés, comment faire des portraits des enfants. Avant, il y avait des photographes américains ou européens qui avaient fait des photos pour UNICEF et Croix-Rouge, mais ensuite le programme était complètement resté caduc. Donc j'ai formé ça, j'ai eu des caméras de donation et des rouleaux de films, 600 rouleaux donnés par à l'époque Fuji, des films pour aider. Et les 12 000 enfants étaient photographiés et exposés dans tous les camps de réfugiés, leurs portraits. Et les parents ou les proches qui avaient perdu un enfant, ils venaient regarder. Et il y a 3 500 enfants sur les 12 000 qui ont immédiatement, dans les 4 premiers mois, ils ont trouvé leurs parents. Et s'étaient unis avec leurs parents. Ça fait partie des projets, comme je disais, que j'avais commencé dès le début en me disant, je vais dans les pays où il y a la guerre. Je me trouve avec des photographes européens ou américains, toujours, qui viennent et on photographie, on vient 2 jours, 3 jours, 1 semaine, et on envoie, après c'est fini, après on ne sait pas ce qui se passe. Or, les gens qui vivent cette histoire eux-mêmes, qui sont sur place, si eux ils avaient un appareil photo, si eux ils savaient comment photographier, ils peuvent nous montrer d'autres choses. Ils peuvent nous montrer des événements d'un autre angle et surtout sur la durée. Et c'est là où je commence à cette idée de formation
les gens qui sont en détresse, les gens qui vivent dans les camps de réfugiés, les gens qui vivent dans les situations de guerre ou conflit, parce que finalement, c'était non seulement avec mes photographies raconter leurs histoires au monde, en publiant dans les journaux, faire des livres, des expos, mais aussi, grâce à leur travail, de pouvoir parler de leurs histoires dans le monde. Ce qui fait qu'ils peuvent passer de victimes passives et devenir acteurs actifs de leur destin. Voilà. En 2001, que je crée l'association Aïna en Afghanistan, qui a formé plus de 1 millier d'Afghans et beaucoup de femmes à tous les métiers de médias. Ce n'est pas seulement la photographie, c'est le radio, la télévision, le journalisme écrit, tout ce qui touche le média, même le management des médias. À Aïna, on a formé les gens. Ce qui fait qu'on a... Afghanistan, c'est un des pays qui a le plus grand nombre de journaux, des magazines, des télévisions, et que dans tous, ce sont les gens qui étaient formés par nous, qui travaillent dedans. Parallèle à ça, je crée l'association Les Ateliers Reza, qui est basée en France aussi. Mais l'idée, c'est d'aider les jeunes des banlieues qui deviennent photographes, qui deviennent reporters de leurs histoires, qui racontent leurs histoires de façon où aucun professionnel ne peut le montrer. Et surtout, des fois, dans les régions ou les banlieues où aucun professionnel n'est hasardé de mettre le pied, ou parce qu'il n'y a aucune demande, parce que les journaux ne veulent pas, parce que c'est dangereux, ou il se fait attaquer. Or, ce projet de formation des jeunes dans les banlieues que je mène depuis 1994, la première c'était Avignon, ensuite c'était à Stains, ensuite à Pierrefitte, au nord de Paris, après c'était Toulouse, Dijon, Nantes, Metz, Châtellerault, enfin j'ai mené ça dans une dizaine de banlieues en France, et une autre banlieue en Sicile, Italie, qui s'appelle Librino. Le concept c'est le même, de former des jeunes. La première c'est de former des photographes locaux, qui sont sur place, qui deviennent l'assistant et formateur. Ensuite, un long travail de plusieurs mois avec ces enfants, ces jeunes. Mais le concept ou l'idée, c'est pas seulement aider quelques heureux élus de ces enfants, leur donner un appareil photo ou former. C'est que eux, ils deviennent reporters de l'histoire. Et c'est grâce à leur travail qu'on va exposer dans la ville, qu'on va exposer dans les lieux prestigieux de la ville, comme on avait fait ici à Toulouse, dans les salles des illustres de mairie de Toulouse, dans les 2 médiathèques, dans le métro toulousain, ou même sur le petit bateau qu'on avait mis sur le lac de Rainerie. Tout ça, c'est grâce au travail de ces jeunes, on arrive à créer des liens visuels entre les gens de cité, qui sont des citadins, les châtelains, anciens châtelains, et ceux qui habitent dans les banlieues. Le meilleur exemple pourquoi ça sert ça, je me souviendrai toujours à un des jeunes étudiants, élève de Rainerie, je crois, il s'appelait Javad, un jeune de 13 ans. Dans une des interviews à télévision toulousaine, avait dit la meilleure chose de projet avec Reza, c'est que maintenant la presse et les médias de Toulouse, ils viennent nous voir dans le moment de paix pour voir comment on vit, comment nous vivons. Parce que avant les ateliers Reza, pour que les journalistes et les télévisions ils viennent nous écouter, voir comment nous vivons ici, il fallait brûler des voitures. Et si on ne brûlait pas des voitures, vous ne venez pas. Maintenant, vous venez sans brûler des voitures. Et ça, pour moi, c'était une très bonne métaphore de ce que ces projets et ces expos photos peuvent faire. Ce n'est pas vraiment former quelques jeunes, ça va beaucoup loin que ça. Maintenant, je continue à faire la même chose dans les camps de réfugiés aussi, parallèle à la banlieue, à Ouganda, dans les camps de réfugiés Ouganda, en Irak, en Jordanie, dans le camp de réfugiés irakiens, en Kurdistan irakien pour les réfugiés syriens, et ainsi de suite.
Ce qui est évident, c'est qu'il y a eu un moment où, comme beaucoup de métiers, il y a eu avant et après numérique dans beaucoup de métiers. Et le métier de photojournalisme et photographie aujourd'hui, c'est en plein transition, effervescence. C'est une nouvelle génération de photographes photojournalistes qui est en train de se mettre en place, qui est assez différente de ce qui était notre génération. Nous avons appris en film, nous avons connu le moment où les journaux, la presse, c'était le seul issue pour la parution. Or, aujourd'hui, la presse papier, c'est presque non existant pour le photographe ou le photojournaliste. C'est tout ça, ça se passe sur le net, et sur l'écran. Enfin. Donc, il y a une nouvelle génération de photojournalistes qui sont là déjà, qui sont en train d'arriver, qui n'ont pas les mêmes besoins que nous, qui ne travaillent pas du tout de la même façon. Ils ont presque un multitâche, ça veut dire. Ce dont les journaux, les magazines, enfin les photojournalistes, même je dirais aujourd'hui ou demain, ne sont pas seulement celui qui fait des photos, il faut qu'il arrive à utiliser, qu'il devienne le multimédia quelque part. Tous les réseaux sociaux, savoir prendre du son, filmer, faire des photos, c'est un ensemble pour moi, l'avenir de ceux qui peuvent faire quelque chose, utiliser et créer des nouvelles formes, de montrer chaque fois être presque avant l'invention des nouveaux, enfin, ou utilisation des nouveaux outils. Et c'est ça l'avenir, parce que ce qui était la presse, ça n'existe plus. Donc le meilleur source de revenus des photojournalistes de ma génération, ça n'existe plus. À partir du moment où votre source de revenus n'existe plus, il faut que vous trouviez d'autres moyens. Ou les jeunes qui viennent commencer, il ne faut pas qu'ils voient dans notre mode de vie une mode de vie qu'eux, ils pourront atteindre. C'est autre chose. La vie, c'est différent et autre. Mais je reviens à cette conviction que l'être humain, l'humanité, a toujours eu besoin des gens qui racontent l'histoire du quotidien en visuel. D'ailleurs, les premiers photojournalistes pour moi, enfin, quand je dis photojournaliste, l'acte, c'est quoi? L'acte de mettre en image le quotidien. C'est ça. Les premières qui ont mis en image le quotidien de la vie, avec toutes leurs réflexions, le choix de sujets, c'est les peintres de ville de cave de Chauvet, hein, et Lascaux, ensuite. Donc il y a 43 000 ans que les premiers êtres humains qu'on connaît, peut-être qu'on découvrira d'autres plus anciens, mais en tout cas, ce concept de mettre en image la vie quotidienne, ça existe depuis 43 000 ans, pas loin d'ici. Ensuite, il y a eu tous ces gens qui ont fait sur les rochers, les photos, comment on dit ça, quand ils font sur les rochers. Gravure sur le rocher. Ça, c'est le photojournaliste il y a 12 000, 15 000 ans. Après, il y a eu ceux qui étaient chez les pharaons. Tout ce qu'on voit, hiéroglyphes, mais aussi la vie quotidienne. Tout est mis. Ça, c'était. Après, il y a des illustrateurs, le Gustave Doré, par exemple, qui est l'illustrateur de toutes les guerres ou toute la vie quotidienne ou la Bible même, c'était aussi un concept de photojournaliste. Donc, nous, on est descendants de ces gens-là, quelque part. Nous sommes descendants de ces peintres de grottes de Chauvet ou Lascaux et ceux qui font dans les pyramides, ou Gustave Doré, illustrateur enfin, jusqu'à Lautrec ou Van Gogh aussi, c'était quelque part, il racontait l'histoire du quotidien. Maintenant, dans notre temps, il y avait l'outil qui s'appelle photographie. Donc, peut-être que dans 50 ans, dans 20 ans, il y aura d'autres outils
qui racontera l'histoire visuelle différemment. Et donc, c'est ça, je veux dire que l'humanité a eu toujours besoin des gens qui racontent l'histoire de l'humanité en images. C'est l'outil qui a changé. Maintenant, on appelle ça photojournaliste. Demain, je ne sais pas comment on va l'appeler. Le meilleur conseil que je peux donner à un jeune photographe, la première, c'est toujours avoir une très bonne chaussure de marche. Ça, c'est très important. Vraiment, les chaussures, c'est primordial. Des fois, une mauvaise chaussure peut complètement tout rater. Et écouter son cœur et aller photographier les sujets que vraiment ça touche son cœur au début. Ça, c'est le meilleur moyen de se concentrer et de se dire qu'il n'y a pas de petits et grands sujets. Ça, j'aime pas du tout les photographes qui disent « Oh non, j'ai un petit assignment, j'allais photographier juste une école. » Je dis « Mais ça, c'est génial. Ça doit être le plus grand assignment pour toi de commande. Il n'y a pas de petits et grands sujets. Il faut que chaque photo, chaque sujet soit comme le meilleur sujet qu'on le fait. Reza n'a jamais abandonné ce qui a fait son histoire et son identité. Il a d'ailleurs récemment édité un livre avec son frère Manoucher, Iran, Rêves et dérives, 1978-1985, qui retrace un bout de l'histoire de l'Iran lors de la révolution islamique et ses conséquences. Il est aujourd'hui encore très actif et continue notamment de former des jeunes à la photographie et plus globalement à la compréhension des médias, comme outil d'émancipation artistique et culturelle avec son ONG ENA World. Passer 1 heure avec Reza, c'est grandir un peu, alors j'espère que vous aurez vous aussi apprécié cette heure en sa compagnie. Vous pourrez retrouver tous les liens et références de ce podcast dans le texte de description qui l'accompagne. Photosensible, un podcast proposé par Thomas Biarnex avec la voix additionnelle de Frédéric Biarnex. La bande originale qui l'a accompagné a été conçue spécialement pour cet épisode par Heather Gale, que je remercie chaleureusement et à qui je laisse le soin de conclure ce podcast. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à nous laisser des étoiles et des commentaires sur vos applis d'écoute préférées, ça nous aidera à nous faire connaître et à avancer. On espère continuer de grandir avec vous.